Bonjour tout le monde. Alors bienvenue sur ce live, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet qui peut vraiment changer la manière dont travaille un développeur. Ce sont les principes solides. Donc l'objectif, c'est qu'à la fin de ce live, vous ne vous contentiez pas que de la théorie, mais que vous sachiez vraiment comment l'appliquer concrètement dans vos projets. Alors, on va avancer. Ok. Alors, solide, c'est quoi? Donc, un petit peu d'histoire pour démarrer. Donc, ça vient pas de nulle part. Donc, c'est au début des années 2000. Donc, un développeur qui se nomme Robert Martin, qu'on appelle aussi Uncle Bob, a popularisé 5 grands principes pour mieux coder en orienté objet. Un peu plus tard, un autre développeur qui s'appelle Michael Feathers a trouvé le moyen de résumer ça dans un acronyme qu'on appelle SOLID. Donc l'idée, elle est simple, c'est vraiment éviter de faire du code illisible, du code spaghetti, comme on dit, et garder des projets propres, maintenables et faciles à faire évoluer. Donc ça fait plus de 20 ans que ça marche. Donc c'est vraiment pas juste une mode, c'est vraiment un vrai guide pour écrire du bon code. Ok, donc il y a 5 principes solides. Qu'est-ce que ça cache exactement? Donc on va les survoler très rapidement. Le but c'est de le voir en action juste après dans le code. Et je vais vous donner quand même un petit aperçu, histoire que vous sachiez de quoi on parle. Donc, SOLID commence par le S, donc Single Responsibility Principle, qui s'appelle le SRP. Donc, l'idée est plutôt simple. Une classe doit avoir un seul job, une seule raison de changer. Donc, pour imager ça, je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, en cuisine, si vous avez un robot qui fait mixeur, grille-pain, cafetière, four, etc., le jour où ça casse, tout tombe en panne. Alors que si chaque appareil fait son boulot, vous pouvez le réparer et le remplacer sans galérer. Donc c'est pareil avec votre code. Ensuite, vous avez le O, donc Open Close Principle, donc l'OCP. Alors ça dit que notre code doit être ouvert à l'extension, excusez-moi, mais fermé à la modification. Encore un exemple parlant. Votre smartphone, vous n'ouvrez pas votre téléphone pour recoder Android ou iOS dès que vous voulez ajouter une fonctionnalité. Vous installez simplement une nouvelle app. Le système reste fermé, mais vous pouvez l'étendre facilement. Voilà ce qu'est l'OCP. Ensuite, on a le L, donc c'est le List of Substitution Principle, le LSP. Donc le nom peut sembler un peu intimidant, mais l'idée est en réalité très simple. Donc une sous-classe doit pouvoir remplacer sa classe mère sans rien casser. Par exemple, vous louez une voiture, peu importe que ce soit une Renault, une Peugeot ou une Tesla, vous devez pouvoir la conduire sans avoir à tout réapprendre. Si en prenant une Tesla, vous deviez réapprendre à conduire de zéro, alors le principe ne serait pas respecté. Voilà un peu ce que c'est le ISCOF. Ensuite, on a le I pour Interface Segregation Principle, donc l'ISP. Donc ce principe dit qu'il vaut mieux avoir plusieurs petites interfaces bien ciblées plutôt qu'une seule énorme interface qui fait tout. Donc, encore un petit exemple, imaginez un restaurant, plutôt que d'avoir une seule personne qui prend les commandes, qui fait la cuisine, qui l'encaisse, fait la vaisselle, etc. Chaque rôle sera séparé. Donc le cuisinier, le serveur, le caissier, chacun a une responsabilité claire et limitée. Donc ça rend le système plus simple et beaucoup plus efficace. Et enfin, on a le D, donc pour le Dependency Inversion Principle. Donc le DIP, c'est un peu le chef d'orchestre du solide.
L'idée, c'est qu'on doit dépendre d'abstraction, pas de détails concrets. Un exemple, une prise électrique, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur ou n'importe quel autre appareil, ils peuvent tous se brancher dessus, car vous dépendez d'un standard, qui est la prise, et non pas d'un câble particulier à chaque appareil. Voilà en gros pour résumer un peu les 5 principes solides. Donc vous inquiétez pas, c'est peut-être encore un peu abstrait. On verra ça avec le code un peu plus tard, comment ça marche. Alors, concrètement, ça sert à quoi pour vous, donc solide? Donc déjà, en entretien, si vous parlez de solide, vous montrez que vous n'êtes pas là pour coder à l'arrache, vous vous souciez de la qualité, et ça, les recruteurs, ils aiment bien. Ensuite, un code solide, c'est un code qui se lit bien, qui se modifie sans galérer, bref, qui vous rend la vie plus simple à vous et à toute votre équipe plus tard en entreprise. Donc, votre futur vous et vos collègues vous diront merci. Et enfin, comprendre et appliquer solide, c'est commencer à réfléchir comme un architecte logiciel. Et ça, c'est une compétence clé si vous voulez évoluer dans votre métier de développeur. Donc le programme, on va faire un peu de pratique. Donc on va coder un petit projet de 0. Le projet, c'est un petit système pour gérer des factures. Attention, on ne va pas faire un vrai logiciel de facturation. C'est vraiment juste pour comprendre les principes et ce sera notre terrain de jeu pour ça. Donc on va commencer par une petite version vite fait, pas très clean, juste pour poser les bases. Puis étape par étape, on va l'améliorer en appliquant chaque lettre de l'acronyme solide. Donc ici on utilisera du Python, mais solide reste valable peu importe le langage orienté objet que vous utilisez. Vous pouvez l'appliquer sans problème. Donc on va commencer. Je vais mettre en place mon interface. Alors. Ok. Une petite seconde, il y a un petit souci avec mon screen. Deux petites secondes. Hop. Ok. Normalement, c'est ok. Alors, on va démarrer ce petit projet. Je vais zoomer un petit peu. Normalement, là, ça devrait être visible. Donc, on va créer ce petit fichier. Ok. Donc, on peut commencer. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est représenter une facture. Donc, bien sûr, en orienté objet. Alors, quand on veut modéliser quelque chose, on utilise une classe. Donc, on va utiliser notre classe qu'on appellera
Donc je vais expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas Python ou l'orienté objet. Donc là j'ai créé une classe invoice. Donc en gros c'est une classe, c'est comme un plan ou un modèle. Donc ça décrit comment nos futurs objets vont être construits. Et dans notre cas, invoice, c'est le plan qui servira à fabriquer nos factures, nos objets factures. Donc chaque facture doit avoir quelques infos de base. Donc un client, là on va utiliser un client, un montant et un titre. Donc en PO, on appelle ça des attributs. Et pour les définir, on passe par ce qu'on appelle un constructeur. Donc en Python, un constructeur s'appelle init. Donc on va définir notre constructeur. Donc on va utiliser un customer, donc là pour notre client. Donc il sera de type str. Ensuite, le montant. Donc, et on va lui donner un titre. Qui sera str également. Donc, je vous expliquerai cette petite ligne juste après. Customer. Donc là, notre amende. Et notre title. Faute de frappe, voilà. Donc ici, donc à chaque fois que je crée une facture, une invoice, je dois lui donner un customer, donc un client, un montant, un titre. Donc un customer, un amount, un title. Nos lignes ici, par exemple, pour la première, le customer, ça veut dire qu'on prend la valeur donnée et on la garde dans l'objet. Donc en gros, le constructeur, c'est la fonction qui est appelée automatiquement à la création d'un objet. Maintenant, on va ajouter une méthode. Donc une méthode, c'est simplement une fonction qui appartient à une classe. Ici, on veut sauvegarder une facture dans un fichier texte. Donc, on va créer une fonction save to file. Alors, pour sauvegarder nos données dans un fichier. Le file name sera en str pour démarrer. Donc, on va faire un contenu. Alors, facture. Donc, je vais taper la ligne, je vous explique ça juste derrière. Et il manque notre montant. Ok. Save. Voilà. Donc on a mis notre petite phrase. Ensuite on va faire un web open. Mettre un file name en mode écriture. Ok.
Donc ici, on a notre save to file. Le save permet d'accéder aux infos de l'objet qu'on a mis au-dessus, comme le title, le customer et le amount. Ensuite, je prépare une petite chaîne de caractères avec le contenu de la facture. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va rester basique sur ce code. C'est vraiment pour comprendre ensuite les principes solides. Derrière, j'utilise un WebOpen. Donc, c'est la façon propre de Python d'ouvrir un fichier. L'avantage, c'est qu'il se ferme tout seul une fois qu'on a fini d'écrire dedans. Donc, suite à ça, maintenant, il nous faut un point d'entrée pour lancer notre code. Donc, en Python, on fait ça avec ce qu'on appelle un main word. Donc là, on va écrire tout ça. Ok. Donc là, on va créer une facture. Donc, dans une facture Google. Avec un montant de 1000 euros et en titre un achat de service. Ok. Et ensuite, on sauvegarde ça dans un fichier. Comment on va créer invoice Google. .txt. Voilà. Donc normalement, on peut tester un peu. On va lancer notre script. Permission bien sûr. chmod plus x. Syntaxe. Peut-être oublier des choses ici. Chez Bang pour tout à l'heure. Alors. Alors, c'est quoi notre classe, notre voilà. Donc là, ça fonctionne. On a bien notre facture qui a été créée ici dans le fichier texte. On récupère bien nos données, donc le client Google, la facture achat de service avec un montant de 1000 euros. Tout fonctionne. C'est parfait. Ça marche. Mais il y a un petit souci. Donc là, notre classe invoice fait à la fois le stockage de données et la sauvegarde dans un fichier. Et ça, c'est trop de responsabilité pour une seule classe. Bien sûr, là, on n'a pas grand-chose, mais on va imaginer que c'est un gros projet, c'est problématique. Donc on va corriger ça avec le premier principe de Solid, donc le S, le Single Responsibility Principle. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ça veut dire une classe, un seul job. Donc ici, on veut que invoice doit juste représenter une facture. Et pour la sauvegarde, on va créer notre classe. Donc c'est un schéma courant en conception. On appelle ça le repository pattern. Donc on va créer une autre classe qu'on appellera invoice repository.
Ensuite, on va écrire notre fonction save. Donc, on va reprendre un peu tout ce qui est là. On va pas s'embêter. Voilà. Et du coup, on va modifier pour lui donner notre facture. Et ici, on change. Alors, invoice. Donc voilà, ici, ce qu'on a fait, on a un invoice repository maintenant et indépendante. Donc sa méthode save reçoit une facture en paramètre et s'occupe de l'enregistrer. Donc là, c'est un bon exemple de collaboration d'objets. Donc la facture garde ses données et le repository s'occupe de la sauvegarde. Donc chacun fait son job. Du coup, on va nettoyer un petit peu. Tac. Donc voilà, c'est un peu plus clair. On enlève la méthode sauvegarde et on garde notre classe. Donc ici, Invoice est devenu un simple conteneur de données. Donc on appelle ça un DTO, donc un Data Transfer Object, et c'est exactement ce qu'on voulait. Donc une classe avec une seule responsabilité qui garde juste les infos de la facture. Donc là, c'est beaucoup plus propre. Normalement, si je teste, ça marche pas bien sûr. Alors, save to file invoice Google text, ok. Ah, on a oublié de changer. Bien sûr, en bas. Donc ici, repository. Qui va contenir invoice repository. Tac. Normalement, ça devrait un peu mieux. Toujours pas. Save to file. Attributeur invoice repository save to file. Si je change le nom, c'est sûr que ça va moins bien. Donc là, ça fonctionne. On peut voir qu'on a le même résultat qu'auparavant, sauf qu'on l'a codé beaucoup plus proprement. Donc, deux classes, chacun fait son job. Donc, le code est découplé, Invoice gère les données, Invoice Repository gère la sauvegarde. Donc, ce sera beaucoup plus simple à maintenir, à tester et à faire évoluer par la suite. On peut continuer avec l'autre principe qui est l'Open Close Principle, donc l'OCP. Donc un scénario classique, vous avez un client qui vient et il veut un nouvel export. Cette fois-ci, il ne veut pas du TXT, il veut du JSON. Donc là, super important, on ne veut pas aller bidouiller le code qui marche déjà. Donc c'est exactement le principe OCP, c'est ouvert l'extension et fermer la modification. Donc on va s'appuyer sur un truc fondamental qui s'appelle l'abstraction. Donc on va créer un contrat avec une classe de base abstraite, donc un ABC. Donc on va l'importer pour faire ce qu'on veut.
Ça c'est importé. Donc maintenant on va faire notre classe qu'on appellera formateur. Donc là on fait notre abstract méthode. Format. Invoice. En sortie, ok, je passe. Voilà, donc là, ici formateur est une classe abstraite, donc c'est comme un contrat. Donc le décorateur abstract method oblige toutes les classes qui vont hériter de formateur à définir leur propre méthode de format. Donc là, pas de triche possible. Donc on va créer des classes qui respectent ce contrat. Alors, on va créer... On va faire une classe formateur. Allez, on va faire un format de texte. Alors ici, on va faire un TXT. Formateur. Donc on va définir un format. Ok. Voilà, invoice. On va faire aussi pour notre format JSON. Hop. Alors on va faire une classe JSON formateur. Ok, hop. Pareil, on définit notre format. Ok. On va retourner un JSON dump. Donc là, notre title. Ok. Un customer ici. Notre amende.
Ok. Donc voilà. Ici, maintenant, on a deux classes concrètes. Donc, texte formateur qui va gérer notre facture ici au format TXT. Et ensuite, le JSON formateur. Donc, elles respectent toutes les deux le contrat qu'on a défini plus haut de formateur, mais chacune a sa propre façon de bosser. Donc, on va continuer et modifier du coup maintenant le invoice repository pour qu'il dépende de l'abstraction de formateur. Alors, ici on est bon, hop, hop. Donc ici, format. On rajoute notre formateur. Ok. Donc le content, on va changer vu que ça, on l'utilise dans notre classe texte formateur. Donc le content va être formateur. Format de invoice. Ok. Donc là, oui, open, il est toujours bon. Voilà. Donc ici, c'est ce qu'on appelle du polymorphisme. Donc Python appelle la bonne version de point format selon l'objet reçu, sans savoir si c'est du texte ou du JSON. Donc le repo bosse avec une abstraction et du coup pas avec une implémentation précise. Donc si je retourne en bas, on peut adapter, essayer de tester ça. Donc ici, on va créer un peu. Donc ici, on peut appeler notre texte formateur. C'est égal à texte formateur. Hop. On appelle notre texte formateur. Éviter les conflits. C'est mieux. Et on fait pareil avec notre JSON. Ok, hop. Invoice. On va garder invoice Google. Cette fois-ci, .json. Voilà. Ok. Alors, type error. White argument BSTR not none. Ok. 42. Est-ce que j'ai fait invoice? Ok. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ok. Donc, mon content. Pour moi, c'est ok.
ici on est bon. Repository save. Write, argument, l'IP. Pourtant j'en ai mis. Donc, il n'y a rien. Ok. Alors, ok, c'est mon content du coup. Qui ne fonctionne pas par le texte formateur. Il n'est pas appelé. Moi, j'ai fait n'importe quoi ici. Je me suis un peu embrouillé les pinceaux par rapport au invoice. Donc, c'est pas un content, mais plutôt un return. Donc là, on retourne la facture. Okay. Ah, c'est bien. Donc là, ça m'a bien créé les deux fichiers. Donc, on a notre invoice Google en format TXT et notre invoice Google en format JSON. Donc, tout fonctionne. Du coup, là, on a ajouté une fonctionnalité majeure, donc l'export JSON, sans modifier une seule ligne de code de ce qui existait juste avant. Donc, on a juste refactorisé un peu. Donc, c'est vraiment ça la puissance de l'OCP. Donc, si je veux rajouter plus tard autre chose, un format HTML ou quoi que ce soit, j'aurai juste à rajouter une classe et il n'y aura pas de souci, j'ai pas besoin de toucher au reste. Donc c'est vraiment ça la puissance de l'OCP. Donc avant d'attaquer le dé de solide, je vais parler un petit peu du LSP et de l'ISP. Donc le LSP, en gros, ça dit qu'on doit pouvoir remplacer une classe par une de ses sous-classes, sans casser le système. Donc ça, on a déjà respecté avec notre formateur ici. Donc on peut passer un texte formateur ou un JSON formateur ou plus tard autre chose, mais le repository fonctionne pareil. Donc c'est la preuve que nos abstractions sont fiables et restent interchangeables. Ensuite, on a l'ISP. Donc l'ISP, ça veut dire mieux avoir plusieurs petites interfaces qu'une grosse. Donc ici aussi, on est bon. Donc notre contrat formateur est tout petit, une seule méthode format, c'est clair, précis, et ça évite de forcer les classes à implémenter des trucs inutiles. Donc on va attaquer le dernier morceau, qui est le DIP. Donc le DIP, c'est Dependency Inversion Principle. En gros, la logique métier, donc les modules de haut niveau, ne doit pas dépendre des détails techniques, donc des fichiers, JSON, etc. Donc pour y arriver, on a une arme, c'est l'injection de dépendance. Donc on va créer une fonction main qui représentera notre logique métier. Alors, on va faire notre main. Ici. Alors, main va contenir bien sûr l'invoice. Repository, on met dedans le invoice repository et notre formateur. Ok, donc là on a notre main. On va print quelque chose.
quelques petits séparateurs. Voilà. Donc on va faire une extension. On va dire JSON. Faire une petite condition. Formateur et JSON. Formateur ceci. Sinon, ce sera du TXT. Ok, on a notre extension. Maintenant, on va faire le file name. On va mettre des minuscules. Lower. Alors, invoke.customer lower, ok. On va appeler notre extension. Ok, maintenant on va sauvegarder notre repository .save et dedans on va prendre notre file name et notre formateur. Je crois que ça a l'air bon. On va mettre un petit peu ici. Avec la fin du process. Alors, je vérifie jusque. Bon, ça m'a l'air correct. Donc là, cette fonction, c'est notre module de haut niveau. Donc, elle ne sait rien des fichiers ou du JSON. Elle ne connaît que les abstractions. Donc, elle est totalement découplée de détails. Donc, on va tester dans notre point d'entrée tout ça. Alors, on va faire un truc. Ok. On va faire autre chose. Du coup, là, on va mettre notre facture. On va changer de voix. On va appeler Spotify. Ça nous coûte 15 €. On va dire c'est le premium. Ok. On va stocker notre invoice. Repository. Ok. Dedans, on met notre invoice. Repository qui est ici. Ok. Hop. Donc on va appeler le txt formateur. Donc, on contient le texte formateur. On va faire pareil pour le JSON formateur. Ok, hop.
Donc là, on a notre couche de configuration. Maintenant, notre couche d'exécution. Donc là, main, on appelle my, comment j'ai appelé, my invoice. Ok, on appelle aussi notre file repository. Du coup, notre txt formateur. Voilà. Faire un petit print pour mettre un petit séparateur. Égal, ce sera. Alors. 30, on va mettre en retour à la ligne. Et là, on appelle un main. Voilà. Ok. Donc, on va tester. C'est bon. Il n'y a pas d'erreur. Ok, début, fin. Donc là, ça va bien créer, vous voyez, mon Spotify Invoice en JSON et en TXT. Donc notre logique métier est stable et on peut changer les détails juste en modifiant la configuration. Donc c'est vraiment ce qui rend le code facilement testable, modulaire et très très flexible. Donc là, c'est une bonne pratique de Solid, d'utiliser Solid, car ça reste plus facile derrière à travailler sur ce genre de code plutôt que d'avoir un code avec 5000 lignes regroupées, ça devient un peu compliqué. Donc voilà un peu comment fonctionne, comment on applique les principes solides. Donc voilà, on arrive au bout. Comme vous pouvez voir, on est parti vraiment d'une petite classe monolithique toute simple. Et là, on termine avec une architecture où chaque pièce a vraiment un rôle clair. Donc, on a vu que des concepts un peu théoriques comme l'abstraction et l'injection de dépendances deviennent des outils très concrets en pratique. Donc, pour résumer ce qu'on a fait, donc, on a utilisé le S de Solid pour donner un seul job à chaque classe. Le O, on a rendu notre système extensible sans le modifier. On s'est assuré que nos abstractions étaient fiables et interchangeables. On a vu l'importance d'avoir aussi des contrats petits et précis. Et on a découplé notre logique métier en détail technique. Alors oui, c'est un peu plus de code au début, mais c'est vraiment un investissement pour des années de maintenance et être plus serein. Donc voilà, j'en ai terminé avec les principes solides. J'espère que ça vous a plu et que ça a rendu Solid un peu moins intimidant. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur Slack, je prendrai le temps d'y répondre. Donc merci à tous d'avoir suivi ce live et on se retrouve très vite. En attendant, codez bien et ciao tout le monde.